Bienvenue à toutes et à tous dans Kana en aparté. C'est parti pour une nouvelle émission du podcast audio lancé par l'un des éditeurs historiques du manga en France, les éditions Kana. On se retrouve ici chaque semaine pour parler de manga dans deux types d'émissions, soit pour une demi-heure d'analyse et de discussion, ou soit pour une version longue des entretiens dans une version d'une dizaine de minutes des apartés. C'est en alternance, un coup l'un, un coup l'autre. Pensez surtout à activer les notifications et à mettre une petite note, un commentaire, à partager l'émission autour de vous. Aujourd'hui, nous allons parler non pas d'un manga, mais de plusieurs. Oui, nous consacrons cette émission aux œuvres d'une grande dame du manga, Fumio Kono. C'est quand même la mangaka qui a pris en charge l'héritage, notamment du bombardement atomique de Hiroshima, et qui a été reconnue par ses pairs pour ça. Alors c'est parti pour une émission pleine d'histoires. Je suis Maxime Bender et je vous invite à poursuivre cette écoute avec Stéphanie Nunes, Mathieu Adman et Julie. C'est vraiment la préservation d'une certaine idée de la création, de la poésie, mais vraiment au sens grec du terme. J'ai pleuré 2 fois dans Une longue route, c'est quand j'ai appris le contexte et quand à la fin du bouquin, elle raconte qu'elle décrit finalement des choses basiques du quotidien. Parce que dans un recoin de ce monde, oui, c'est émouvant, mais surtout, en fait, ce que je vois, c'est que ça continue à avancer. Pour nous éclairer aujourd'hui, Stéphanie Nunes, directrice de la communication des éditions Kana. Salut Stéphanie. Bonjour à tous. Julie du podcast La 5e de couve est également avec nous. Salut Julie. Salut. Et Mathieu Adman, chef de produit aux éditions Kana. Salut Mathieu. Salut tout le monde. Fumio Kono, c'est une autrice qui a longtemps été disponible aux éditions Kana et qui a disparu du catalogue. Et là, qui revient depuis 1 an, toujours dans la collection Made in. Qu'est-ce qui s'est passé ? Assez simple en fait, ça arrive assez souvent mine de rien chez les mangakas, c'est juste qu'elle a changé d'éditeur au Japon. Évidemment, dès qu'elle change d'éditeur, nos contrats deviennent caducs. Donc là, on doit renégocier avec le nouvel éditeur pour récupérer toutes les séries. Donc c'est évidemment ce qu'on a fait sur Fumio Kono. Et évidemment, qui dit réédition, dit nouvelle charte graphique et dit nouveaux titres qu'on n'avait pas avant. Et là, tout Fumio Kono devrait arriver dans les années qui arrivent. Waouh. Intégral, c'est parti. C'est ça, et avec une vraie belle nouvelle charte, et ce qu'on a commencé à faire avec l'œuvre de Kamimura, en fait, où on a tout rechangé la charte graphique pour la bibliothèque, ce sont des très belles œuvres et que pour la bibliothèque accueille ces vraiment très belles œuvres d'un coup avec une charte magnifique. Politique auteur, voilà. Fumio Kono, c'est une mangaka qui a fait ses débuts en 1995 avec les fleuristes du coin de la rue. Je vais donner les noms en français. C'est une carrière aussi bardée de prix, de reconnaissances de toutes sortes pour ces titres, notamment pour Le Pays des Cerisiers ou Dans un recoin de ce monde. Ce dernier, Dans un recoin de ce monde, a d'ailleurs été adapté en long métrage pour le cinéma avec beaucoup de succès, long métrage d'animation. Et c'est avec ces mangas qu'elle acquiert une renommée internationale et dedans, elle y aborde un sujet aussi sérieux que mémoriel, la bombe nucléaire de Hiroshima. Hiroshima, sa ville natale, et toutes les conséquences tragiques que la chute de la bombe a eu au fil des décennies, et cela sur plusieurs générations. Julie, avec cette mangaka, est-ce qu'on part dans un voyage temporel ? Moi, j'ai envie de te dire que c'est quand même une artiste qui défie le temps parce que elle a, elle a accepté de travailler sur des sujets que clairement personne ne voulait traiter. Je pense qu'il y a son grand mérite, c'est que tu l'as dit tout à l'heure, elle a commencé en 1995 et jusqu'à cette date-là, elle était vraiment elle faisait des petits yonkoma, donc ces espèces de strips dans certaines publications, et il y a elle est une spécialiste des séries courtes, quoi. C'est la plupart de ces séries sont pliées en 2 volumes, 3 volumes maximum, et c'est intéressant parce que donc elle vient d'une famille très rigide, très stricte sur l'enseignement, et qui lui interdisait de lire des mangas. Donc sa revanche, c'était de dire si je deviens mangaka, je pourrais lire plein de mangas. Et comme souvent à ces époques-là, les enfants auxquels on interdit de lire, ils finissent par créer leurs propres histoires. Et elle a été beaucoup influencée par Leiji Matsumoto. Donc il y a beaucoup. C'est quelqu'un qui est très discret. Aussi bien ça se voit dans ses œuvres. Et je pense que dans sa vie, elle est pas très exubérante, mais elle a cette capacité de retranscrire des récits qui sont vraiment très 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 chargé émotionnellement et pour un large public. Et peut-être que là où c'est compliqué pour nous, c'est qu'effectivement c'est très destiné à un public japonais, un public qui a besoin de son travail pour revenir sur certaines
période de son histoire et elle le fait vraiment très bien. Moi, je pense qu'elle est donc grâce à Akana, bientôt on va la connaître encore mieux. Mais j'ai envie de dire que c'est quand même quelqu'un qui est engagé. Donc même si voilà, ses travaux sont souvent des travaux de commande, elle n'hésite pas à s'emparer d'un sujet qui pourrait paraître énorme à certains, traiter du bombardement atomique de Hiroshima, de la conséquence sur les familles, sur les villes, ou même récemment elle a également travaillé sur Fukushima, sur la catastrophe nucléaire et le tsunami. Donc c'est quelqu'un qui en fait n'a pas froid aux yeux quand il s'agit de raconter des histoires. Et qui a trouvé très vite son trait aussi, sa façon de dessiner et de raconter des histoires. Ouais, tout à fait. Je voudrais juste revenir, sur ce que disait Julie, c'est-à-dire elle nous permet de voir un pan de l'histoire du Japon qu'en fait on connaît pas, parce que nous on connaît juste la bombe H à Nagasaki et Hiroshima, mais on sait pas qu'est-ce qui s'est passé avant. Et en fait, dans un recoin de ce monde, en fait, on voit un peu tout ce qui s'est passé avant, parce que ça commence 1 an et demi avant, je crois, le bombardement. Et en fait, que déjà, oui, en fait... le Japon était en guerre mais oui, c'est ça, depuis plusieurs années, voire même dizaines d'années, en fonction de certains historiens. Voilà, exactement. Non, mais c'est ça. Mais tu vois, c'est quelque chose qui est pas trop connu. Alors, j'ai vraiment séché tous les cours d'histoire, mais je crois que c'était pas très connu dans notre perception de la pédagogie et de la Seconde Guerre mondiale, quoi. Donc, c'est pas le front le plus étudié, déjà, forcément, nous, en tant qu'Européens. La Seconde Guerre mondiale, on a énormément le front européen, très peu déjà le front américain et japonais. Et tout le bombardement, moi, ce qui m'a vraiment choqué dans le plan historique, en fait, dans un coin de ce monde, c'est même la précarité, justement, et la différence entre ville et campagne qu'on voyait déjà au Japon. Pourtant, on parle d'un pays qui n'est pas le pays le plus pauvre, qui à l'époque était plutôt pays conquérant, qui domine le reste plutôt qui est dominé. Et là, dans la campagne, quand on voit la vie et les témoignages, du coup, que nous raconte Fumio Kono dans ses œuvres, c'est précaire plus. Donc, et ils se font bombarder depuis un moment, en fait. Enfin, c'est oui, quand même, non? Oui. Ouais. Je pense que les débuts des bombardements, des raids aériens, c'est 44, quoi. Ouais, je pense. Et encore un peu avant, mais c'est pareil quand même. Vraiment, pour nous, Européens, Français, francophones. Moi, c'était un pan que je ne connaissais pas du tout. Pacifique, de toute façon, la guerre du Pacifique, on l'étudie très peu. Oui. Parce que, ce que disait Mathieu, on a plein d'autres fronts, on a plein d'autres parties de la guerre à voir et on n'a pas assez de cours d'histoire. Mais du coup, c'est intéressant d'aborder cette histoire via ce pan-là, parce que moi, je pensais qu'on allait parler de la bombe directe, en fait. Et en fait, ça arrive quand même. Non. Plus tard. Mais parce qu'elle le fait vraiment d'une manière assez originale. Finalement, la bombe, en fait, dans ses œuvres, on la voit très peu. C'est une case où on voit juste un éclair et la bombe qui explose, le nuage. Mais c'est une page sur 300 et après, tout le reste, c'est la vie d'avant, la vie d'après. Et moi, ce que je voulais rebondir surtout sur ce que tu disais, où elle abordait les sujets qui n'étaient pas abordés par les autres mangaka. On le découvre en fait dans les postfaces qui sont vraiment super intéressantes, parce que c'est vraiment ces éditeurs en fait à chaque fois qui viennent et qui lui disent tiens, on aimerait bien que tu fasses un manga sur Hiroshima. Alors que justement quand on connaît d'où elle vient, Fumio Kono, et quand on lit ses œuvres, on pourrait se dire en fait elle a vu justement l'après Seconde Guerre mondiale et les conséquences de la bombe H, et donc c'est peut-être elle en fait qui lui est venue l'envie justement de raconter son enfance, et pas du tout, elle n'avait même pas imaginé pouvoir aborder ce sujet. Et par contre, une fois que l'éditeur le lance et qu'elle vraiment s'y attelle, là elle le fait d'une manière vraiment fantastique. Elle fait recueillir des témoignages de partout, elle retourne dans sa ville natale, et à la fin on a vraiment un vrai témoignage du pan de cette histoire qui est super intéressante, mais qui est pas venue naturellement en fait pour quelqu'un qui a vécu ça, on va dire l'après. C'est assez intéressant. C'est là où on voit vraiment tout le rapport du Japon avec la bombe atomique, et d'ailleurs elle explique très bien justement les générations d'après qui sont en fait clairement même au Japon on les met de côté parce que on veut pas se mélanger avec eux. Dans un recoin de ce monde, si vous en avez jamais entendu parler, c'est l'histoire de Suzu Urano à Hiroshima. Après son mariage, elle part comme toute jeune femme dans la même situation à l'époque, vivre dans la famille de son mari à Kure, une ville qui dispose d'un port militaire près de Hiroshima, et la guerre s'installe à ce moment-là, et le quotidien devient de plus en plus difficile pour Suzu, qui se retrouve seule dans sa belle famille depuis que son mari a été appelé dans l'armée. Et elle doit vivre avec ces inconnus
ces gens qu'elle connaît depuis peu de temps, dans des situations extrêmement difficiles. Et malgré tout, elle tient debout, elle tient la situation et elle tient une certaine joie de vivre. Et c'est ça qui est assez incroyable dans ce manga qui, à la fin, a quand même 90% de chances de vous tirer quelques larmes. Écoute, moi, m'en parle pas. Hein. Je pleure à chaque fois que je le lis. Et le film est terrible aussi, vraiment, que ce soit le manga ou le film. Moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, dans ce qu'elle a réussi à faire, c'est donc Fumio Kono, elle a réussi à montrer que qu'est-ce qui était important dans ces moments-là, c'est vraiment la préservation d'une certaine idée de la création, de la poésie, mais vraiment au sens grec du terme. Le fait de pouvoir créer, de se sentir en vie, parce qu'on est capable d'admirer un paysage, de rendre heureux un enfant ou même un adulte en lui offrant un dessin, en lui offrant un peu de considération, alors que vous êtes réduit à faire bouillir vos lacets pour donner du goût à une soupe. Enfin, je veux dire, c'est vraiment limite ça, hein, c'est un peu caricatural, mais en fait, on n'est pas très loin de la réalité que les gens vivaient à cette époque. Et tout à l'heure, tu parlais de la différence entre ville et campagne. Non, c'est la ville. C'est déjà, en fait, ce qui est terrible, c'est que le Japon était pas si urbain, pas si urbanisé, et en fait, il y avait énormément de bâtiments qui étaient faits de briques et de brocs, qui étaient faits en bois, et donc toutes les villes, ce qu'on appellerait maintenant les banlieues, étaient finalement des bâtiments très précaires. Et c'est pour ça que quand la bombe a explosé, 60% de la ville a disparu en un instant, parce que c'était du bois, du papier, des choses qui brûlent ou qui fondent quand on atteint 4000 degrés. Enfin, et en fait, on n'a pas encore eu effectivement ce contre-coup, on va dire. Toutes ces créations qui ont été ensuite éditées au Japon à partir des années, à la fin des années 50, enfin plutôt début des années 50, excusez-moi. Mais il y a eu vraiment un travail pour expliquer ce que les gens avaient vécu, ce que les gens avaient vu et à quoi ils avaient survécu. Et moi, c'est des souvenirs de commémoration à partir du 6 août et jusqu'au 9 août, date à laquelle c'est la bombe qui a été lâchée à Nagasaki. On fête à la télé, vous avez systématiquement le tombeau des Lucioles, vous avez systématiquement des documentaires en noir et blanc qui vous montrent ce que les gens ont subi. Et effectivement, ça n'efface pas du tout les autres atrocités qui ont été commises aux quatre coins du monde à cette même période. Mais il y a une espèce les Japonais, en tout cas ceux qui veulent préserver le pacifisme, tiennent vraiment à ce qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé. Et c'est pour ça aussi que ce genre en tout cas, le recoin de ce monde et le pays des cerisiers, qui est peut-être un peu moins connu, mais qui est encore plus poignant, parce qu'en fait, c'est vraiment une espèce de domino. Enfin, je veux dire, on se situe après, bien plus longtemps 10 ans après. Puisque c'est le premier manga de Fumio Kono à être publié en France, le pays des cerisiers. C'est comme ça qu'on l'a découvert ici, dans l'Hexagone, ou en tout cas en langue française. C'est 3 histoires interconnectées. D'abord, l'histoire d'une jeune femme, quelques années après la chute de la bombe à Hiroshima. Et la question, c'est comment vivre normalement après tout ça. Et les 2 autres histoires se situent encore un petit peu plus tard, à différentes époques. Voilà, se reconstruire et garder la mémoire, rebâtir, c'est à la fois lointain et c'est malheureusement très contemporain aussi aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe dans certaines régions du monde, la lecture de ces mangas. Ouais, et puis, c'est pour ça que je trouve que son travail a vraiment j'espère vraiment que de plus en plus de gens seront amenés à le lire, parce que il y a une efficacité du manga. On le sait tous, c'est quelque chose qui est très parlant, qui est accessible. Et ce que j'aime beaucoup dans son travail, c'est que elle arrive à nous montrer la violence de la guerre sans nous montrer la violence du front. Sauf, effectivement, là, dans un recoin de ce monde, les deux se superposent, puisque la ville, le quotidien où les gens font leurs courses, etc., devient un champ de bataille. Ouais. Voilà. Et non, mais il y a aussi, c'est terrible de se dire que une des raisons pour lesquelles Hiroshima a été choisi, c'est parce qu'il n'avait pas subi les raids aériens avant. Et qui voulait voir l'effet qu'une seule de ces nouvelles bombes pouvait avoir sur un environnement, on va dire, c'est ça, vierge, parce que dans le manga, quand même, très longtemps, elle dit on est un peu préservé, etc. Donc on se demande qu'est-ce que c'est le reste, mais non, mais c'est un peu dur. Et c'est vrai que,
Moi j'ai beaucoup aimé le pays des cerisiers, je trouve, parce que du coup la bombe H est présente sans être montrée. C'est là où elle est peut-être un peu forte, c'est que malgré, à travers, comme tu dis Maxime, les interconnexions, les générations et tout ça, en fait on sent le poids de cette bombe qui a quand même littéralement tout changé. Mais il y a jamais de pathos, il y a jamais ce genre de choses. En fait, c'est plutôt comment la vie quotidienne est impactée par cette guerre qui est omniprésente, mais qui quand même, on n'oublie pas le quotidien. Enfin, et je trouve qu'il y a plein de petits trucs, je sais plus si c'est dans le pays des cerisiers ou dans Recoin de ce monde, ou plein de trucs. Bon ben voilà, le manuel, si vous avez, il faut avoir un balai, il faut avoir un seau pour éteindre telle ou telle bombe. Il y a 3 types de bombes. Alors attention, celle-là, elle est pas. Enfin, c'est un vrai manuel de survie limite, et que malheureusement, comme tu dis Maxime, servirait encore aujourd'hui, quoi. Mais c'est vrai que tu vois, dans un Recoin de ce monde, c'est assez rigolo parce que mini spoil, mais en gros la dernière case, c'est toute la famille et la belle famille qui sourit, alors que globalement ils ont perdu quasiment tout dans la guerre. Ils sont juste contents parce que le beau-père en fait revient et il a eu une bêche neuve et voilà, tous ils rigolent. Alors que tu viens de vivre 300 pages alors pas toutes les 300 pages sont horribles parce que c'est le début de la guerre, donc c'est plus, ça va, c'est l'introduction. Mais voilà, clairement la bonne moitié c'est bombardement, c'est on perd un membre, puis on perd un nouveau membre, puis etc. Et c'est vrai que t'as toujours quand même cette note à la fin où t'as le message d'espoir en fait. Et je pense que ça c'était important à mon avis pour les Japonais dans ce devoir de mémoire, c'est que la bombe a clairement tout changé, mais la vie s'arrête pas. Et dans le pays des cerisiers, c'est d'autant plus important que vu qu'on est justement des années après, pour moi le message ça a été attention, la bombe ça a marqué. Certes, ça arrive en 45, mais en fait, 30 ans après, il y a encore des conséquences de la bombe et des conséquences qui sont évidemment au niveau sanitaire parce que des gens en meurent encore, mais aussi sociales parce que il y a des gens qui sont encore mis à l'écart parce qu'ils ont été potentiellement touchés par la bombe. Et ça, c'est vrai que c'est un aspect typiquement que moi je connaissais pas du tout. Donc c'était super intéressant. Mais on a quand même toujours un message d'espoir à chaque fois où c'est pas pour autant que la vie s'arrête et le Japon continue d'avancer. Le rôle du manga dans tout ça, le devoir de mémoire, je vous propose d'aller en aparté maintenant en parler avec Agnès Desieux. Agnès Desieux, documentaliste, médiatrice en manga, à l'origine de l'association Gatchan, qui œuvre pour la lecture et la promotion de la bande dessinée japonaise en France. Agnès, vous avez notamment signé un article très détaillé sur les mangas de la Seconde Guerre mondiale pour la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Bonjour Agnès, merci d'être avec nous et bienvenue dans Kana en aparté. Bonjour, merci. Écoutez, c'est nous qui vous remercions de participer à notre émission. Et alors la question va paraître très vaste, mais moi j'aimerais déjà vous demander, mais quel est le rôle des mangas dans la représentation de la Seconde Guerre mondiale ? Alors, c'est vrai que c'est un sujet très vaste. Alors, pour répondre directement, puis après je vais détailler, le manga joue un rôle informatif, voire on pourrait dire pédagogique auprès du lectorat, que ce soit le lectorat français, parce que c'est une façon très différente de découvrir la Seconde Guerre mondiale du côté de l'Asie et du côté de la guerre du Pacifique, alors que nous, on est en général très centré sur la Seconde Guerre en Europe. Mais surtout aussi pour le lectorat japonais, parce que c'est une façon véritablement de découvrir un petit peu leur histoire, qui a été mal enseignée, parce que il faut savoir que l'histoire de la Seconde Guerre mondiale est très peu enseignée au Japon, qu'il n'y a pas eu, on va dire, de travail collectif, de deuil ou de mémoire sur les crimes de guerre commis par l'armée japonaise, pas de travail collectif comme en Allemagne par exemple. Le gouvernement a pu le faire, et donc il y a une forme presque d'amnésie historique qui vient non pas du travail des historiens japonais qui ont fait leur travail, mais qui est en grande partie due à une volonté politique, c'est-à-dire que certains faits historiques sont récusés ou effacés par les différents gouvernements japonais, et ce depuis 1945. Et donc le manga va en quelque sorte s'insinuer, on va dire, dans ces zones d'ombre, palliant
en quelque sorte le silence officiel et va faire œuvre de pédagogie. Et le fait que le manga est aussi extrêmement lu au Japon, extrêmement populaire, peut nous faire comprendre aussi l'impact et l'influence qu'il peut avoir sur ce sujet-là auprès de la société. Donc une société qui a été effectivement, qui a une idée assez vague de son histoire, qui a pas vraiment conscience du sort qui a été réservé en particulier aux populations asiatiques ou aux prisonniers de guerre alliés. Donc le manga va porter cette voix en quelque sorte non officielle, mais et va permettre peut-être d'expliquer ces manques. Voilà, ces manques. Merci. Un grand merci Agnès pour le temps qui nous a été accordé. C'est un sujet absolument passionnant. On pourrait en parler pendant des heures et vous écouter pendant des heures. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. La version longue de cet aparté est à retrouver donc la semaine prochaine. Vous scrollez de toute façon et puis vous vous abonnez sur les notifications du podcast et vous aurez tout notre échange avec Agnès qui était très intéressant. Passons aux recommandations maintenant, Julie. Comment on relie les œuvres de Fumio Kono avec d'autres œuvres? On parlait de Mizuki tout à l'heure, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, effectivement, sachant que Mizuki a également perdu son bras gauche à la guerre. Petit clin d'œil. En fait, Agnès en parlait tout à l'heure, qu'il y a Nakasawa Kenji qui a écrit Gen d'Hiroshima, qui est, je pense, l'œuvre vraiment aussi qui représente pour beaucoup de Japonais le témoignage en manga de cette guerre, de ce qui s'est passé à Hiroshima. Donc c'est chez Vertige Graphics, c'est en 2 tomes. Après c'est un ouvrage qui a été publié en 2003, donc je ne sais pas s'il est encore disponible, mais je pense que les médiathèques, les bibliothèques pourront vous aider dans ces cas-là. Ouais, il n'est pas toujours évident à trouver, mais effectivement en médiathèque c'est plus simple. Oui. Et puis après, moi je parlais du Tombeau des Lucioles, de film de Isao Takahata des studios Ghibli de 1988. Sachant que oui, comme je disais tout à l'heure, à partir des années 90, ils étaient pratiquement tous les ans diffusés à la télévision japonaise pour les commémorations des bombardements. Je pense, alors pour parler d'autre chose que des mangas, il y a également Kenzaburo Oe qui est donc l'un des écrivains les plus célèbres du Japon. Exactement, puisqu'il a eu un prix Nobel et qu'il a été invité plusieurs fois à Paris, même pour différents événements. Mais là, il s'était rendu à Hiroshima dans les années 60 pour donc compiler les notes de Hiroshima. Et en fait, ça a été traduit, mais seulement en 1996. Donc maintenant, on y a accès. Et ce qui est important, c'est de voir que c'est quand même une source qui est régulièrement citée aussi par Fumio Kono. Et après, pour resituer, on va dire dans les mangas historiques, on peut également citer la grande vague du Gekiga, parce que il y a Mizuki effectivement qui a participé, il y a des œuvres de Tezuka, mais il y a également Kamimura qui peut vous aider à vous faire une idée de ce que c'était la vie avant et après tous ces chambardements politiques, quoi. Fumio Kono n'a pas fait que des histoires autour d'Hiroshima. Elle a aussi fait des choses un peu plus légères. On les retrouve notamment dans les histoires courtes où voilà, c'est pas la guerre. On la retrouve aussi dans Pour Senpei, qui est un manga qui est rempli d'histoires de vie d'un homme qui s'intéresse enfin à son foyer. C'est bien dit, c'est bien dit. Aussi, c'est un format un peu mésestimé en France. Je trouve que on n'apprécie pas assez les histoires courtes, alors que pourtant c'est souvent plein de petites leçons. Oui, et puis comment dire, c'est aussi que, alors moi j'étais bluffée quand j'ai lu les mangas qui traitent de la guerre, parce que j'avais vraiment l'impression que c'était quelqu'un qui avait vécu ces événements-là et que son style rappelait un petit peu les mangas de l'époque. Donc pour dire que c'est un petit peu daté et que la vision du couple, par exemple, qu'elle a est datée, mais je pense que
Beaucoup même. Même dans les années 90, c'était encore fréquent, par exemple, que certains mariages soient des mariages arrangés et pas du tout des mariages d'amour, des choses qui étaient peut-être accessibles à des personnes vivant dans les grandes villes, mais pas forcément sur tout le territoire. Après, sans spoiler, dans une longue route qui est donc l'histoire du couple, le mariage arrangé, il est quand même arrangé. Oui, très très arrangé. Oui, là, au bar avec un peu trop d'alcool, donc c'est un arrangement. C'est rarement en demi. Oui, c'est vrai. Honnêtement, j'ai pleuré 2 fois dans une longue route, c'est quand j'ai appris le contexte, parce que vraiment c'est dramatique, et quand à la fin du bouquin, elle raconte qu'elle décrit finalement des choses basiques du quotidien, alors que clairement pendant tout le tome, c'est des systèmes D de tous les côtés pour tenir le foyer, et à la fin dans la postface, elle dit non, mais là je pense que c'est des choses que tout le monde sait faire, il ne faudrait pas en être fier. Là vraiment je me suis dit, c'est une autre époque. Vraiment, après, alors, c'est vrai qu'elle a une vision, donc comme je disais, un peu datée, mais ce qui prime, c'est quand même que le couple soit assez complice, que les maris qui sont souvent absents reviennent au foyer, comme pour Senpei qui a abandonné son foyer toute sa vie, et puis en fait, il se rend compte une fois devenu grand-père que non, avoir une famille c'est important, il faut prendre soin des gens qui vivent avec nous. Tu vois, dans Pour Senpei, c'est pas le cas du fils, typiquement. Alors on suit évidemment Senpei, où là on a vraiment le cliché de il a jamais rien fait à la maison, et là d'un coup il se retrouve tout seul. Par contre, sur son fils, donc il va vivre avec son fils et sa belle-fille, c'est pas du tout le cas en fait pour le fils, où là pour le coup on a un couple un peu plus moderne, où il y a pas de... parce que les choses changent, et en fait c'est ça, c'est qu'elle accompagne finalement. Elle montre les différences de génération, la modernité qui s'insinue dans le quotidien. Et c'est ça qui est aussi charmant finalement, parce que tout à l'heure on parlait des œuvres qui parlaient de la guerre, mais pourquoi est-ce que ces récits sont quand même digestes? C'est parce que elle parle de toutes les petites choses du quotidien qui vont faire que les gens vont continuer à rire, continuer à vivre, continuer à prendre soin de leur entourage. Et je trouve que le fait qu'elle insiste sur des personnages féminins qui sont ses héroïnes, qui sont souvent dans la lune, qui sont en tout cas présentées comme inoffensives et un peu bébêtes, pas très débrouillardes, alors qu'en fait si, elles sont hyper ingénieuses, elles trouvent toujours des solutions, elles sont très créatives. Y a rien à manger, c'est pas grave, on va trouver des choses. Y a rien à vendre pour acheter du riz, si, il y a toujours des choses à faire. Donc j'aime bien cette espèce de résistance très douce, très qui est pas du tout tapageuse, mais qui en fait est salutaire. Enfin, je veux dire, si elle n'était pas là, effectivement, si Michi n'était pas là, son mari Sosuke, qui est une espèce de soifard qui passe son temps à draguer des meufs parce qu'ils veulent leur soutirer de l'argent, etc. Mais il serait à la rue, il cherche un boulot tout le temps. C'est fini pour lui au bout de 3 pages, clairement. C'est clair, c'est clair. Voilà. Moi, j'ai toujours été marqué par une scène qui, je crois, est dans un recoin de ce monde, si je dis pas de bêtises. Moi qui aime énormément le riz. C'est le moment où quand ils le font gonfler dans l'eau. Ah oui. Avant de le faire cuire pour que ce soit un peu plus consistant, plus bourratif, et j'ai dit mais on peut pas faire ça au riz. Si, écoute, il faut ce qu'il faut dans ces temps de survie. Mais moi j'aime bien aussi le fait que finalement c'est quelqu'un, c'est une littérature qu'on connaît pas encore très bien, mais il y a tout un tas de mangas qui s'intéressent vraiment à la vie quotidienne, mais au foyer, vraiment les choses rébarbatives de faut faire les courses, faut faire le ménage, faut se rapisser ses vêtements et carrément, et au-delà de ça, c'est ça aussi qui traverse toute son œuvre. C'est en fait, elle remet aussi, il y a la guerre, il y a des situations compliquées, le couple, etc. Mais quand même, c'est les petits plaisirs de la vie, et en fait que le bonheur se trouve dans des petites choses en fait. Et ça, je trouvais ça, c'est la touche d'optimisme, parce que dans un recoin de ce monde, oui, c'est émouvant, mais surtout en fait, ce que je vois, c'est que ça continue à avancer en fait. C'est que les gens, ils sont inébranlables. Il y a des catastrophes et ça continue à avancer, mais parce qu'en fait, ils se confortent et ils s'attachent à ce quotidien, à ces tâches qui les motivent, et ils trouvent de la joie là-dedans en fait, et c'est un peu anti-consommation. C'est le cas dans Pour Senpei aussi, où clairement le héros au début, donc c'est un peu comme une longue route. On ouvre le tome, on lit, on se dit oulala, alors lui on va pas pouvoir se le saquer. Et en fait dans Pour Senpei il y a une vraie évolution du grand-père qui débarque dans la famille, qui au début veut pas en faire une. D'ailleurs son fils en fait ne l'aime pas. Finalement son seul soutien c'est un peu sa belle-fille.
et en fait sa femme qui est décédée et qui, à travers le manuel qu'elle lui a laissé, lui montre en fait tout l'amour qu'elle a eu avec lui et la vie heureuse qu'elle a eue à ses côtés. Et elle savait clairement que sans elle, il allait pas s'en sortir. Donc elle lui laisse une espèce d'héritage d'amour qui va lui permettre non seulement de s'en sortir, mais aussi de s'ouvrir en fait à son fils avec qui il va se réconcilier tout au long de la série, de mieux découvrir sa petite fille aussi. Et là vraiment pour Sanpei, on a une vraie évolution. Là où sur une longue route, par contre, vraiment le personnage masculin, tout au long de la série, on a juste envie de... C'est pas écrit à la même époque, c'est pas écrit à la même époque non plus, mais effectivement, vous l'avez compris. Dans les œuvres de Fumio Kono, on a à la fois des choses légères, joyeuses, et à la fois des vrais actes mémoriels, des choses qui ont des vrais échos dans tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, et c'est en ça que le manga c'est très fort. N'hésitez pas à l'inviter en France, Stéphanie, Mathieu, dès que vous avez une possibilité d'échanger avec son éditeur, dites-lui, nous on l'attend, on veut bien discuter avec elle. Mais on lui a déjà demandé, On lui a déjà demandé, mais elle est occupée parce que justement comme elle a changé d'éditeur, du coup il y a des choses à faire. On tient le coup. Parce qu'il y a plein de choses que j'aimerais discuter avec elle, moi. J'adore la façon dont elle dessine les villes, l'urbanisme, tout ça. Il y a encore plein de choses à dire. Pour terminer cette émission, attention, on va plonger donc dans la bibliographie de Fumio Kono avec donc en librairie Le Pays des Cerisiers qui est réédité depuis août de l'année dernière, depuis août 2023, tout comme Les Fleuristes du coin de la rue. Il y a Dans un recoin de ce monde qui a été réédité en début d'année 2024. Pour Sanpei qui est de retour en ce mois de juin en librairie, tout comme Une longue route qui est qui va être dispo en ce mois de juin, et en 2025 Pipiracho qui sortira peu à peu, et puis on arrivera enfin à l'intégralité de la bibliographie de Fumio Kono disponible en France au label Made In, et à chaque fois toutes ces rééditions sont agrémentées des postfaces et des pages supplémentaires, tout comme les rééditions japonaises. Voilà. C'est exactement ça. C'est bien résumé. Merci à tous pour votre écoute. N'oubliez pas, commentaire, une note, des petites étoiles, c'est toujours encourageant. N'oubliez pas non plus de vous abonner à l'émission. On vous remercie de nous avoir écoutés, d'avoir vous aussi à votre manière participé à cette émission. À bientôt, ciao, salut. Merci. Merci, au revoir tout le monde.